On est sur une île assez plate, 25 km par 22. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? C'est l'adjectif qu'on accole à cette île, à savoir que Djerba la Douce, et Djerba, effectivement, il y a une atmosphère qui est peut-être due au fait que c'est une île où les catholiques, les musulmans et les juifs se sont côtoyés et se côtoient encore dans une certaine délicatesse, bienveillance, harmonie. Ouais, c'est vrai que c'est une île où les différentes communautés religieuses vivent en paix. Vous savez comment Flaubert appelait cette île? L'île au rêve. L'île au rêve. Et il disait ici, l'air est si doux qu'il empêche de mourir. C'est plutôt joli. Oui, oui, oui. Alors l'un des premiers à avoir été séduit par l'île, c'est Ulysse, le héros d'Homère, au point d'avoir même réfléchi en escale ici à renoncer à son périple. Oui, oui, ça c'est la légende qui le dit, c'est Homère qui le dit, effectivement. En plus, on situe le périple d'Ulysse dans des endroits tellement différents. Mais enfin, Ulysse, il se laissait séduire facilement. Hein. Ici, il y a 23 km de plage et on est seulement à 3 heures de Paris pour 324 jours de soleil par an. Exactement, voilà. Et ça, c'est une belle motivation pour un Parisien qui vit dans la grisaille 324 jours par an, justement. Il y a beaucoup de forteresses sur cette île comme celle-ci, des vestiges du passé et des différentes civilisations. Alors j'ai appris qu'effectivement, elle a été longtemps la propriété des Ottomans, qu'en creusant, on a découvert des vestiges romains. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend une pelle et un seau, on va creuser pour aller voir. Vous l'aurez compris, nous sommes en Tunisie sur l'île de Djerba et je suis en compagnie de l'acteur, réalisateur, scénariste, producteur français, Bruno Solo. Bonjour Bruno. Bonjour Valérie. Alors vous êtes un peu comme Ulysse, un peu comme Flaubert, vous êtes tombé sous le charme de cette île. On va aller faire quelques découvertes culturelles ensemble? Absolument, je vous suis. Et on va commencer par découvrir Djerba Oud, le plus grand musée de street art à ciel ouvert. Durant l'été 2014, une centaine d'artistes graffeurs venus du monde entier a investi les lieux. Ils ont peint près de 300 fresques et redonné vie à la petite bourgade d'Eriad. C'est le premier mur qui a été tagué dans le village? Alors c'est pas le premier, mais c'est un des premiers murs qui a été tagué. Il a été tagué par Zepha en faisant un mur en partie recouvert de gomme que les enfants se sont amusés à gratter avec leurs doigts et découvrir en fait l'œuvre réelle sous cette gomme noire qui était recouverte donc, sur le mur. Il faut l'entretenir pour qu'il garde ses couleurs, qu'il garde ce bleu, etc. régulièrement. Non, en fait, il y a une couche de vernis qui a été posée de protection. Mais bon, le temps fait son œuvre. Il y a énormément d'humidité sur Djerba. Donc du coup, effectivement, là, on est en train de perdre petit à petit les œuvres. Mais c'est quand même aussi le street art, c'est quelque chose d'éphémère. C'est l'art éphémère. Voilà, ça fait partie du projet, en fait. Bruno, est-ce que ça correspond à votre conception du voyage? Je prends pas autant de valises quand je pars en voyage. Mais en tout cas, l'idée, effectivement, d'un voyage où on se pose là où nos pas nous amènent et non pas avoir une destination précise, j'aime bien l'idée. Et puis la tête du chameau qui est représentée par une main qui est en action de peindre, j'aime bien ça. Oui, il est extraordinaire, ce dessin. Ah non, mais là, il y a un travail, c'est quasiment du Michel-Ange, là. Le travail sur le drapé, même sur l'anatomie des pieds. Et là, quand on rentre dans le détail, là, c'est hallucinant. Non, elle est magnifique, celle-là.
Est-ce que cette initiative artistique, elle a changé le destin du village ou pas? Est-ce que ça a changé quelque chose finalement? Alors, il y avait des gens qui le connaissaient de par la sérénité qui y règne, de par l'architecture. Ça n'a pas provoqué des protestations non plus, où il y avait des gens qui ont trouvé que c'était une ingérence Absolument pas, non, ça non. Je pense que c'est vraiment un pays accueillant, voilà, tout le monde est le bienvenu et on se respecte les uns les autres. C'est joli ici. Hein. Ouais, c'est joli. Mais il n'y a pas beaucoup de touristes. Oui, bah oui. À l'évidence. La peur l'emporte et c'est notre devoir, effectivement, d'être... Bonjour. D'être avec eux, de les soutenir. Le meilleur moyen de combattre, effectivement, l'obscurantisme, c'est de leur montrer que on reste debout et que, voilà, l'être humain, l'individu, il l'emportera sur la barbarie et voilà. Alors raconte-moi, on est où là? Avant, c'était un caravansérail. Tu sais ce que c'est, un caravansérail? Je pense pouvoir deviner, oui. J'imagine qu'on mettait les chameaux et donc les dromadaires ici. Exactement. Et que les chameliers dormaient dans les champs pour pouvoir surveiller leurs troupeaux Exactement. après livraison. Alors Bruno, vous avez rencontré le succès au cinéma avec La Vérité si je mens, à la télévision avec Caméra Café, mais je crois que c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Parlez-nous un peu de vos débuts. Il n'y a rien qui arrive du jour au lendemain. Il faut batailler pour persuader les autres que vous êtes effectivement fait pour ce métier. Et au bout de 8-9 ans de bonne galère, il n'y avait plus que moi qui étais convaincu. Même mes amis proches, qui sont toujours mes amis aujourd'hui, et mes parents, ils commençaient à envisager l'idée que je cherche autre chose. Et puis après, un concours de circonstances, de rencontres heureuses, de ténacité, sans aucun doute, de ma part. Et puis voilà, ça a commencé en 1989. Bruno, qu'est-ce que c'est que ces lunettes de flambeur? Eh bien, j'ai tenté de séduire la sœur de Schwarzenegger. Ah et là 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 là. il manque d'humour. Oh là 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 là. Oh oui. Il manque d'humour. De ce jour-là, je n'ai jamais cessé de travailler. Très vite, je me suis dit, c'est trop bon et c'est évident que ça va s'arrêter. Donc c'est là que j'ai commencé à me diversifier, à envisager d'écrire. Et puis aussi après, je me suis dit, il faut que je produise. J'ai pas eu beaucoup de trous dans ma vie. Et ça m'a appris à être tenace. Et je pense que vous pensez à la Caméra Café, que j'ai présenté en 1994 avec Yvan, à différentes chaînes, à différents producteurs, et qui n'a été à l'antenne qu'en 2001. Caméra Café, c'est la parodie en 7 minutes de l'horrible vie de bureau. Vous êtes Hervé Dumont, un syndicaliste qui n'hésite pas à arrêter une grève dès que le patron lui glisse un petit bac chiche. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Tout simplement l'idée qu'effectivement, on ne fait pas de la comédie avec des vertus. Je me suis dit, si je présente un syndicaliste vertueux, comme le sont beaucoup de syndicalistes, et altruiste, généreux, proche, sacrificiel à les limites, ça n'a aucun intérêt. Je ne veux pas faire une comédie avec ça. Il fallait qu'on le tire vers quelque chose d'italien, une comédie italienne, c'est-à-dire un type un peu lâche, prêt à toutes les concessions. Voilà, il fallait que je fasse une crapule, mais lui donner aussi quand même qu'on ait de l'empathie pour lui. Et l'empathie, elle apparaissait au moment où on se rendait compte que c'était surtout un homme faible, incapable de prendre de vraies décisions, un peu fragile, etc. J'ai pris la tronche là, avec ce crétin de Sylvain. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais dans la tête de John Malkovich? Tant qu'à faire, je préfère être dans le slip de Rocco Siffredi. Tu risques d'être un peu à l'étroit. Ah ouais, mais je sortirai de temps en temps. Prends l'air. T'es con. Le cinéma vous sourit en 1995, vous tournez dans Tom est tout seul, et puis il y a ce succès des 3 opus de La Vérité si je mens. Est-ce que c'est l'aventure qui change tout? Si, bien sûr, ça change tout. La Vérité 1, José et moi, ça nous a fait un petit peu connaître du grand public. Et puis après, ça m'a permis d'enchaîner pas mal de films, Mille bornes, Restons groupés, Jet Set, pas mal de films comme ça. Je pense qu'il est milliardaire en dollars. Qu'est-ce que c'est pour lui 30 000 balles? Sans déconner. Des pois chiches dans le couscous. Mais il parle pas d'argent tout de suite. Tu le connais, flaque-le d'abord. Il adore qu'on lui dise qu'il est plus fort. T'as raison. On va y aller en souplesse.
Alors aujourd'hui, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes comédien, scénariste, réalisateur, producteur. Quel est le projet dont vous êtes le plus fier? Peut-être celui qui vous a apporté le plus de satisfaction? Quand on a commencé à me proposer des Vérités si je m'en douce, des Jet Set 15, des Restons Groupe et 8 et plein de films qui étaient très sympathiques mais que j'avais plus du tout envie de faire, je me suis orienté vers ce vers quoi j'avais envie de faire ce métier depuis tout le temps, à savoir beaucoup de théâtre, des pièces assez radicales aussi. Donc ma carrière, je la mène avec une liberté totale et c'est pour ça que maintenant je fais plus de télévision parce qu'au cinéma, j'ai visiblement un profil qui n'intéresse pas vers les rôles qui m'intéressent n'attirent personne au cinéma, donc je l'ai fait en télévision, quand je joue Mendès France, quand je joue des films comme des Simon, quand je joue des films plus sombres. J'aime toujours la comédie, mais le problème c'est que la plupart des comédies qu'on propose sont extrêmement paresseuses, mal écrites, et enfin, je suis très exigeant. Moi je prends la comédie beaucoup plus au sérieux que le drame. Est-ce qu'on parle un peu des planches? Vous avez notamment été mis en scène plusieurs fois par Ladislas Ciola, récemment dans Un petit jeu sans conséquence. C'est encore un autre frisson, le théâtre. C'est le frisson, enfin frisson, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est l'expérience la plus honnête et la plus ultime du métier de comédien. Par exemple, là, je vous parle, imaginons que ça soit une scène qu'on est en train de jouer, et pendant ces 10 jours d'affilée, quand j'ai pris mon jus d'orange, je l'ai pris en le regardant et je continue à vous parler, à vous dire « Valérie, écoutez, ça se passe très bien. Je suis très content de ce qui se passe. Demain, on va refaire la même scène, et ben je vais pas le faire comme ça. Je vais pas le prendre au même endroit, et puis je vais le faire à l'aveugle. Je dis Valérie, ça se passe très très bien entre nous, et puis je vais le faire comme ça. Et ça, c'est des petites victoires. Après, on sait qu'on a gagné une petite chose, que c'est plus vrai que de prendre mon verre sans le regarder, parce que c'est un geste de quotidien, et que quand vous êtes chez vous, vous prenez les verres tout en parlant à votre épouse ou à votre copain. C'est une victoire. Et au théâtre, chaque jour, vous vous remettez en question. C'est pour ça qu'on s'ennuie jamais au théâtre. Mon fric! Ton fric à toi, putain, je sais, ça va. Ce plancher, les placards, tout ce qui est dans cette putain de maison est à moi. Et toi, tu toucheras pas, Pelleman, compris? Direction à présent le sud-ouest de l'île, à la rencontre de l'artiste peintre Tahar Mguedmini. Il a fait ses classes aux Beaux-Arts à Paris, a vécu un peu en Suisse. Finalement, il est revenu sur sa terre natale pour y vivre sa passion. Bonjour Valérie. Merci. Merci à vous de me recevoir. Ah, c'est vrai que la vue est époustouflante, là. Le soleil se couche juste derrière, juste là, devant. Voilà, c'est l'endroit où je travaille. Vous prenez toujours des points de vue un peu différents. Là, il y a beaucoup de contre-plongée, il y a du mouvement, il y a de l'architecture. Je suis surtout dans les personnages, dans les corps, en fait. Je peins beaucoup de corps en mouvement. L'architecture aussi est importante. Les éléments architecturaux sont très importants pour moi, du fait que je vis ici, dans cette île, qui a une tradition architecturale importante, ancienne. Moi, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de la position de l'artiste en Tunisie. Est-ce que les artistes peuvent s'exprimer plus librement depuis la Révolution de Jasmin? Oui, bien avant la Révolution, les artistes étaient, comme le peuple de ce pays, étaient muselés. Et juste après la Révolution, on peut dire que les langues se sont déliées. Et puis, les artistes ont commencé à s'exprimer librement, tant à travers la parole qu'à travers les arts plastiques, à travers la culture d'une manière générale. C'est vrai qu'il y a une liberté créative qui n'a demandé qu'à s'exprimer au lendemain de la Révolution, mais qui a été la cible des forces obscurantistes. Il y a eu, il y a quelques années, pendant une exposition au Palais Abdelali à Tunis, une exposition d'art contemporain, et cette exposition a été saccagée la nuit par des salafistes, par des extrémistes. Beaucoup d'artistes ont été menacés, beaucoup sont partis aussi. Et donc, moi, je reste. Moi, comme beaucoup d'autres, reste. Et puis, je ne veux pas céder. Je ne veux pas céder. Je suis là et je continue mon petit chemin. Voilà. Est-ce que cette liberté qui a soufflé sur la Tunisie au lendemain de la Révolution a fait évoluer ta façon de peindre, la façon dont tu travailles aujourd'hui sur la toile?
Je ne peux pas ne pas être témoin de ce qui se passe dans ce pays. Je me place comme un peintre du corps en mouvement, et je peins ces personnages-là en errance un petit peu. Hein, je peins leurs ombres, leurs traces, hein, et je peins leur vie finalement. Au début de cette émission, on est allé visiter Djerba-Ouz. On a vu tous ces graphes qui ornent les murs de ce village. Vous, je crois que vous n'avez pas été convié, mais vous avez absolument tenu à laisser votre empreinte sur ces murs. Ben, ça s'est passé d'une manière très spontanée, dans le sens où j'ai pris mes quelques couleurs, j'ai pris mes seaux un soir. Vous y êtes allé? Et je suis allé. Alors ce graffiti, il a été recouvert avec les années? Il n'y a pas si longtemps que ça, je passais par le coin et j'ai vu effectivement que ce que j'ai fait a été effacé. Et donc je me suis dit, je ne vais pas rester quand même les bras croisés, je vais refaire autre chose. Donc là, on y retourne? On y va. Voilà, c'est la fin de ce Djerba des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site internet france24.com. On va se quitter en musique.